Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 22 heures et nous sommes le mardi, donc 26 juin. Bienvenue sur Télé Djibouti dans cette édition de votre journal de la soirée. Les titres ce soir. Le chef de l'État Ismaël Marguerite a présidé ce matin les travaux de la 11e séance du Conseil des ministres. Également dans l'actualité de ce 22 heures, un premier groupe de policiers kényans a quitté Nairobi pour aider à sécuriser Haïti. Voilà pour les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Mais avant de développer ces sujets, le président Guelleh a reçu les chaleureuses félicitations de son homologue français à l'approche de notre fête nationale. Le président français Emmanuel Macron a dans un télégramme qu'il fait parvenir au président de la République, Ismaël Marguerite, dans le contexte actuel de célébration de la fête nationale de notre pays, exprimé ses chaleureuses félicitations au président et au peuple de Djibouti. À l'occasion de la fête nationale, la République de Djibouti, je suis très heureux de vous adresser en mon nom et en celui du peuple français mes chaleureuses félicitations et mes vœux les plus sincères à vous-même et au peuple djiboutien, a indiqué le président Macron dans le message envoyé au président Guelleh. Le président français mit ensuite à profit ce télégramme pour réitérer son attachement au dynamisme et à l'étroitesse des relations bilatérales avant de se livrer l'inventaire des partenariats fructueux en cours entre les deux pays. En matière de coopération publique, le président Macron a affirmé que les deux nations entretiennent une coopération synergique dans le domaine de la formation professionnelle des jeunes, la décentralisation et le développement des infrastructures d'assainissement. La nouvelle dynamique de coopération en matière d'enseignement s'illustre à travers la première cohorte d'élèves issus des classes préparatoires du Djibouti qui s'apprêtent à intégrer les meilleures grandes écoles françaises. C'est dans le même élan que se réjouit le président français Emmanuel Macron. Dans son télégramme, le chef de l'État français a fait état aussi d'une coopération tout autant fructueuse entre les deux nations dans le domaine économique et commercial. La venue en nombre d'une dernière délégation du MEDEF international témoigne, a-t-il précisé, de l'intérêt des acteurs économiques français pour les marchés djiboutiens. À cet effet, a déclaré le président français Emmanuel Macron, cité en rang de partenariat phare en collaboration actuelle entre les deux pays, le projet d'ouverture d'une école 42 dédiée à la formation en informatique a la vocation établie de cette dernière à concourir à l'acquisition du pôle régional d'excellence en matière de technologie et d'innovation. Le président français a touché donc un mot également à la coopération réussie que les deux pays entretiennent dans le domaine militaire et de la défense. Dans ce domaine de coopération de défense et de sécurité, notre partenariat, a-t-il indiqué, est solide. Dans ces dynamiques, c'est ainsi félicité le président Macron qui a fait état de détermination de son pays à œuvrer à la poursuite de la coopération fructueuse dans le domaine de la police et de la gendarmerie. Le chef de l'État français a clos son message en rendant un vibrant hommage au président et au peuple de Djibouti pour leur effort sans cesse consenti en faveur de la paix dans la région. Je salue votre engagement personnel et celui de votre pays en faveur de la stabilité de la Corne de l'Afrique et au Soudan, a en substance noté le président Macron, réitérant ses chaleureuses félicitations au président et au peuple de Djibouti. Fin de télégramme. Je vous le disais en titre, sous la présidence du chef de l'État et chef du gouvernement, s'est tenue aujourd'hui la 11e séance du Conseil des ministres où 10 questions étaient à l'ordre du jour. Voici le compte rendu du chef de la diplomatie djiboutienne, également porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Marguerite, s'est tenue la 11e séance du Conseil des ministres en ce mardi 25 juin 2024. Étaient inscrites à l'ordre du jour 8 questions. La première question donc était une communication présentée par le secrétaire général du gouvernement sur la commande publique sur la base donc du rapport relatif au colloque régional du 25 avril 2024 ainsi que sur l'audit indépendant sur la performance du système de passation des marchés. Le colloque a réuni plus de 350 personnes et s'est déroulé sur 2 jours à Tadjoura, regroupant les administrations et les entreprises publiques, le secteur privé, la société civile et les partenaires techniques,
et financiers ainsi que des experts d'autres pays du continent. Les discussions ont porté sur les défis et les solutions en matière de protection sociale et l'emploi dans la commande publique avec des recommandations pour améliorer l'efficacité et l'équité des politiques publiques, l'impact des technologies de l'information et de l'innovation, ainsi que l'intelligence artificielle dans les commandes publiques a été exploré avec des présentations de start-up locales et des échanges sur l'intégrité et l'intégration de ces technologies dans les processus gouvernementaux. L'analyse des partenariats publics-privés dans la commande publique a également été examinée, les facteurs de succès, les retours des participants régionaux et les recommandations pour améliorer ces partenariats, ainsi que la problématique de la corruption et les mesures préventives et répressives nécessaires, tout en soulignant l'importance de la transparence, de la digitalisation et de la collaboration pour garantir l'intégrité et l'efficacité des processus d'acquisition. Les stratégies pour promouvoir l'inclusion des personnes vivant avec un handicap dans les marchés publics ont été également abordées. Ce colloque a permis de présenter une vision globale des progrès, des défis et des perspectives pour une meilleure gouvernance économique et sociale en République de Djibouti, mettant en avant l'importance de la transparence, de l'équité et de l'innovation dans les marchés publics. Sur le dit indépendant sur la performance du système de passation des marchés publics, il s'agit donc de promouvoir un haut degré de gouvernance, de transparence et d'efficacité. Les résultats de l'audit ont mis en exergue que cette dernière décennie, la République de Djibouti a renforcé par une série d'initiatives visant à accroître la transparence et l'efficacité des processus et des procédures de passation. Par ailleurs, la Commission nationale des marchés publics a encore renforcé son cadre institutionnel en 2022. Enfin, et afin de garantir la régularité des paiements fiscaux et des déclarations sociales, la Commission a instauré l'attestation générale par le biais de l'introduction d'un format réglementaire et intégré. En 2023, le portail électronique des marchés publics a été également lancé. La deuxième question concerne un projet de loi portant adoption de la stratégie nationale d'alphabétisation fonctionnelle des adultes 2024-2029. L'alphabétisation s'adresse à toute personne adulte sans distinction d'âge, de race, de sexe, de religion, ni d'origine sociale, ne sachant pas ou peu lire et écrire, ou ne maîtrisant pas la langue, et ce, dans aucune langue des compétences et savoirs de base correspondant au niveau de fin d'études primaires. La vision stratégique proposée se focalise sur l'intensification de la coordination et le renforcement de la mobilisation de tous les intervenants afin d'accélérer le rythme des réalisations quantitatives et qualitatives. Les programmes de la lutte contre l'alphabétisme sont donc mis en œuvre dans le cadre de cette politique. Cette vision donc s'appuie sur les objectifs stratégiques, à savoir le renforcement des fondements de la bonne gouvernance, l'harmonisation entre les structures organisationnelles et consultatives de l'agence et l'adoption d'une méthode de gestion basée sur les résultats et l'approche des projets, l'amélioration de la qualité des apprentissages par l'adoption des principes de l'ingénierie, des programmes d'alphabétisation et accorde donc une importance toute particulière au renforcement des capacités des différents intervenants par l'adoption d'un système professionnel global de formation. Cette stratégie d'alphabétisation s'articule autour de 4 axes. Le premier en étant l'accès et l'équité pour tous. Le deuxième, la qualité des enseignements apprentissage afin d'assurer la qualité de l'efficacité des programmes d'alphabétisation des adultes. Le deuxième axe s'articule autour du renforcement des capacités institutionnelles pour assurer les conditions de réussite en renforçant les capacités de gestion, de suivi et d'évaluation des programmes d'alphabétisation. Et le quatrième axe donc, se concentre sur le partenariat pour consolider par l'élaboration d'un système efficace cette stratégie d'alphabétisation des adultes. Donc cette stratégie pose la priorité aux femmes, accorde la priorité aux femmes, aux habitants des zones rurales et aux jeunes, reconnaissant leur rôle clé dans la lutte contre l'analphabétisme et son impact potentiel sur le développement local. La troisième question est relative à un projet de loi portant adoption de la politique nationale du genre 2024-2030 en République de Djibouti. Cette politique trouve ses éléments de cadrage interne dans la vision 2035, ainsi que dans les objectifs stratégiques du plan national pour le développement. La nouvelle politique nationale du genre actualisée permettra de répondre au mieux aux enjeux sociaux,
actuelle dans une dynamique de coordination des politiques et programmes visant à garantir les droits des femmes. Cette nouvelle politique proposée servira de document de référence national pour toutes les interventions et l'orientation pour l'action du gouvernement et de ses partenaires. Il est prévu d'agir sur le développement du cadre juridique relatif au genre, l'accès équitable aux services essentiels, l'autonomisation des femmes par l'exercice d'activités décentes génératrices de revenus, le renforcement de la résilience des femmes face au changement climatique et aux crises sanitaires et l'élimination des violences faites aux femmes et aux filles. Le Conseil a ensuite examiné et approuvé d'autres questions. Réécoutons le compte rendu du chef de la diplomatie djiboutienne et porte-parole du gouvernement. La quatrième question donc, est relative à un projet de décret portant réglementation des archives publiques et privées en République de Djibouti. Ce décret a pour objet de définir les principes généraux, les attributions, le fonctionnement, l'accès aux documents d'archives, les relations entre les archives et l'administration, ainsi que les dispositions relatives aux archives privées au niveau national. Ce décret définit les missions du département des archives nationales en ce qui concerne donc la conception, l'animation, l'orientation et l'évaluation de l'action de l'État en matière d'archives publiques. Il établit également le fonctionnement des archives nationales, la création des archives régionales, les modalités d'accès aux documents d'archives et les règles de communication des documents en fonction de leur ancienneté. La cinquième question concerne un projet de loi portant organisation et fonctionnement des associations en République de Djibouti. Cette loi fixe l'organisation et le fonctionnement des associations. Cette législation a pour objectif de doter les associations d'un cadre juridique djiboutien, la loi 1901 n'étant plus adaptée aux nouvelles réalités. Cette nouvelle loi, donc, adaptée à la nouvelle organisation de la société djiboutienne, la décentralisation de l'État de droit, ajoute un cadre cohérent, complet, simple et accessible. L'élaboration de cette législation est le produit d'une démarche participative, inclusive, avec la contribution de toutes les parties prenantes, dont les associations elles-mêmes et les ministères concernés. L'adoption de cette loi permet d'encadrer les associations, leur fournissant donc un cadre juridique clair. La sixième question concerne un projet de décret portant application de la loi numéro 106 de l'année 2024, 9e législature. Ce projet de décret précise les missions du comité de coordination qui est chargé de proposer des mesures à mettre en œuvre la lutte contre le blanchiment d'argent, qui est donc conformément aux résolutions des Nations Unies et aux recommandations du GAFI, de prendre des mesures appropriées pour identifier, évaluer et prévenir la menace terroriste, assurer la coordination, l'échange et le partage d'informations et de renseignements entre les autorités concernées, formuler toute proposition de réforme et mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et la lutte contre le terrorisme. Ce projet de décret fixe la composition du Comité national de coordination, présidé par le Premier ministre et composé de 12 ministres et 9 hauts responsables représentant l'administration et les forces de défense ainsi que de sécurité. Ce comité a pour mission le suivi, la mise en œuvre des dispositions, des instruments universels de lutte contre le blanchiment et la mise en place des mesures prises par le Comité national. Le secrétariat du Comité national de coordination est assuré par l'Agence nationale du renseignement financier. La septième question concerne un projet d'arrêté portant attribution de 2 parcelles de terrain, 6 à Nagad, au profit de la Société immobilière d'aménagement foncier, plus connue sous l'acronyme SIAF. Ce projet d'arrêté permet la construction d'un complexe immobilier dans cette zone d'extension du lotissement Nagad d'une superficie de 22,48 hectares. Ces parcelles de terrain sont destinées donc à l'implantation de parcelles viabilisées ainsi que des logements. La huitième question concerne un projet de décret portant annulation de la délégation de gestion du corridor urbain. Une récente étude réalisée par une expertise en la matière a porté sur la gouvernance du secteur routier en identifiant les enjeux et les défis de ce secteur pour proposer des pistes de réforme, tant au niveau de l'organisation institutionnelle qu'en matière de financement pour l'entretien, la réhabilitation et la modernisation du secteur routier. Il est par conséquent judicieux de réfléchir à restructurer l'organisation et, en partant de là, la gestion du secteur. L'Agence djiboutienne des routes serait chargée donc de la gestion globale du patrimoine routier en étant responsable des divers aspects de la question, la conception, l'entretien,
la réhabilitation et la construction des routes, tout en ayant une meilleure couverture géographique du territoire avec le renforcement de 2 divisions régionales pour améliorer l'efficacité des interventions sur les routes, ainsi qu'un objectif particulier pour le développement d'un tissu d'acteurs privés dans le secteur des travaux publics. Désormais, la mise en place d'un mécanisme automatique de gestion des routes des corridors permettrait à l'ADR et aux ressources de l'État de se concentrer sur les routes urbaines. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce Conseil des ministres. Autre actualité de ce 22 heures, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, également porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf, a reçu hier son homologue éthiopien, Taye Atske-Selassie. Les discussions ont porté sur les voies et moyens d'approfondir les relations existantes entre les deux pays, tant au niveau bilatéral et multilatéral. Le déplacement du nouveau chef de la diplomatie éthiopienne à Djibouti a trait à une visite officielle placée sous le signe du renforcement des relations d'amitié, d'échange et de coopération entre les deux pays et les deux peuples aux dispositions intégrées et ayant depuis plus de 2 décennies fait le choix judicieux d'évoluer donc sous le coup d'une communauté de destin économique. Également, cette forte délégation éthiopienne conduite par le ministre éthiopien des Affaires étrangères, M. Selassie, qui sont partis en visite donc officielle du travail avec la visite donc, du président de l'autorité des ports et des zones franches, M. Hadi. Après quelques échanges sur les relations bilatérales existantes, surtout dans le domaine portuaire, à Retsiwod, le président de l'autorité des ports et des zones franches, M. Hadi, a accompagné cette délégation éthiopienne pour une visite des infrastructures portuaires de Djibouti. La délégation éthiopienne composée, entre autres, du ministre des Affaires étrangères éthiopien, de l'ambassadeur éthiopien de Djibouti, Berhanu Zegeye, à sa visite par le Red Sea World, où le ministre éthiopien des Affaires étrangères a pu découvrir des nouvelles installations. Un bref aperçu du port historique en transformation a été donc enregistré lors de cette visite. La délégation s'est ensuite rendue à Damerjog Industrial Park, DDP, où après avoir donc été accueillis par des responsables qui l'attendaient à leur arrivée, ont eu droit à des informations détaillées sur ce projet stratégique. Après, c'est la société de gestion du terminal à conteneurs de Doralé, SGTD, ou Doralé Multipurpose Port, le DMP, où les responsables donc éthiopiens se sont rendus pour visiter de près les installations portuaires. Comme à l'accoutumée, l'ultime étape donc, de cette visite fut Djibouti International Free Trade Zone, où au 15e étage de cette tower, une présentation leur a été faite par le directeur général de la SGTD qui a profité de l'occasion pour mettre donc un coup de projecteur sur les capacités opérationnelles de la SGTD. Les engagements d'investissement couvrant les différents projets entrepris par la SGTD ainsi que ceux en cours et à venir. Et on revient maintenant à cette caravane de festivités du 47e anniversaire de l'indépendance du pays à Ras Dikap. Cette caravane donc, a fait une halte à l'annexe RPP. Mais avant de développer ce sujet, donc, la commission de finances s'est réunie pour faire un bilan du projet porté par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, sur les comptes financiers du CERD. Les membres de cette commission donc, ont émis un avis favorable quant à l'adoption en séance plénière.
Je vous le disais donc il y a quelques instants, la caravane a fait une halte à l'annexe Barkhat Siraj de Razdika où les festivités au l'honneur du 47e anniversaire de l'indépendance nationale se sont déroulées ce dimanche à l'annexe RPP de la commune de Razdika, premier quartier cosmopolite de notre pays. Outre la ministre de la Jeunesse et de la Culture, plusieurs membres du gouvernement, dont Mouna Ousmane Adan, Amina Abdi, et Dr Nabil Mohamed Ahmad, ainsi que M. Hamadou, ministre délégué, Mariam Hamadou, pardon, ministre délégué chargé de l'économie numérique, et l'ambassadeur Guélé Idriss, le maire de la ville. Des nombreux parlementaires ont pris part à cette soirée. Même son de cloche donc à Arta, où cette caravane de festivités du 47e anniversaire a illuminé cette belle ville avec une série d'événements culturels et festifs. Organisés donc la soirée de ce week-end dans le CDC de la région d'Arta, dans le cadre des célébrations nationales. Une initiative qui a rassemblé la communauté artaoui dans une ambiance de joie et de fierté nationale.
Dans la localité de Randa, donc dans la région du Tajoura, la caravane a également donc continué de parcourir les régions de l'intérieur, inspirant les citoyens à se souvenir et à célébrer ensemble les réalisations et les sacrifices qui ont marqué le pays à parcourir vers une liberté et l'unité nationale. Les festivités de proximité ont inclus des performances, des chants patriotiques, des danses traditionnelles et les activités communautaires visant à commémorer notre histoire et la lutte pour l'indépendance. La présence des résidents de cette localité de Randa, des mouvements associatifs de la jeunesse, des femmes ont enrichi ce moment, renforçant ainsi le lien entre les habitants de cette localité de Randa. Et voilà qu'il nous ramène de parler donc de cette cérémonie solennelle au camp Cheikh Ousmane pour la décernation de la médaille de l'Union militaire au chef d'état-major général des armées, le général du corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, remis par le chef de la représentation du ministère de la Défense de Russie. Eh bien, durant cette cérémonie organisée au CITA, l'ensemble des responsables des forces armées de défense et de sécurité ont répondu présents pour assister à cette décoration du chef d'état-major général des armées. Dans une démonstration de discipline et de force, le général du corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, a passé en revue le dispositif de prise d'armes préparé pour la cérémonie de ce jour. Bien peu après cette arrivée du chef d'état-major général des armées, la cérémonie s'est ensuite déplacée vers la salle de réception du CITA, où dans une atmosphère empreinte de solennité et de respect, la médaille de l'Union militaire a été remise au chef d'état-major général des armées par l'ambassadeur de la Fédération de Russie à Djibouti, Mikhail Golovanov. kodiyo colbaanahay haddii laga baqaanahay
seflaba aflaanahay geesi aaminaanahay indhihii dalkaanahay abur iyo masbaano eedaad ku iima karo abur iyo masbaano eedaad ku iima karo. Cette cérémonie de décoration du chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, faite par l'ambassadeur de la Fédération de Russie à Djibouti, M. Golovanov, s'est donc déroulée devant une assemblée de dignitaires et d'officiers. Chacun a rendu hommage au général, saluant son leadership et son dévouement indéfectible à la nation. eedaad ku iima karo abur iyo masbaano eedaad ku iima karo abbaha dalkeeniyo. À son retour au camp, donc, cher Ousmane, où donc réside le chef d'état-major général des armées, son bureau, une surprise l'attendait. Le général, le personnel, dans un élan de camaraderie, a organisé un événement festif pour célébrer cette distinction honorifique. Entre chants militaires et acclamations, l'événement a souligné la fierté et la joie partagée par tous, marquant ainsi cette journée historique dans les annales de l'armée. Autre actualité de ce 22h, le ministère de la Femme et de la Famille, en partenariat avec le Bureau du Fonds des Nations Unies pour la Population, l'UNFPA, ainsi qu'avec l'appui financier de l'UE, a organisé un atelier de restitution de l'évaluation de l'impact des mutuelles de développement communautaire dans 2020-2023. C'était à Sheraton Hotel, un atelier qui avait pour objet de présenter les résultats atteints par la communauté grâce à la mise en place des mutuelles communautaires au sein des localités les plus reculées. Rappelons que cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet pour la consolidation de l'autonomisation des femmes et des jeunes filles djiboutiennes, visant également à réduire les inégalités et les disparités à travers l'accès au service des plannings familiales. D'ailleurs, 40 nouvelles mutuelles ont été créées depuis 2020, ce qui augmente donc les chiffres des mutuelles communautaires à 82. L'UNFD également, en collaboration avec l'USAID, a clôturé une formation sur la violence basée sur le genre, ce qui a duré 2 jours au sein de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, l'UNFD. La violence basée sur le genre,
qu'elle soit physique ou économique et psychologique, est une violation des droits humains et à la dignité des individus qui touchent des millions de personnes à travers le monde. C'est pourquoi, dans sa politique de protection des droits humains, l'ONG se concentre sur l'accompagnement de toutes les femmes victimes de violences de tout genre, suite à la revendication des femmes des zones rurales qui étaient obligées de se déplacer à la capitale pour la cellule d'écoute. Des recommandations ont été formulées lors de cette réunion de coordination nationale. Pour ce faire, le concours de l'USAID, les locaux des antennes régions servant également à accueillir les survivants ont été complètement équipés. Vous savez, Madame la secrétaire générale, USAID est ravi d'être à vos côtés et de soutenir le travail que vous accomplissez au quotidien sur le terrain au niveau de la capitale, mais également dans les régions pour atténuer les violences faites aux jeunes filles et aux femmes. Le projet, depuis 3 ans, en effet, collabore avec plusieurs institutions étatiques et notamment notre partenaire privilégié qui est l'UNFD pour, à plusieurs niveaux, le renforcement des capacités, bien sûr, de l'UNFD, mais également l'apport en équipement informatique et bureautique pour les 5 régions de l'intérieur. Comme vous le savez, Madame la secrétaire générale, l'UNFD a mis au cœur de sa politique la redynamisation des cellules d'écoute et la décentralisation du soutien apporté aux victimes de violences dans les régions de l'intérieur. Nous sommes ravis d'être à vos côtés et nous espérons que ces efforts apporteront leurs fruits les années à venir et nous serons toujours là à appuyer l'UNFD dans le cadre de ces activités. La secrétaire générale de l'Union nationale des femmes djiboutiennes s'est exprimée également en ces termes. C'est un immense honneur de clôturer aujourd'hui cette formation de recyclage qui est dispensée au personnel de la cellule d'écoute de la capitale et ceux de nos antennes de régions de l'intérieur sur le processus de prise en charge des victimes depuis 2 jours. Cette formation vise principalement à améliorer la compréhension et les compétences en gestion de survivantes de violences basées sur le genre. Elle vise également à renforcer cette démarche en approfondissant leurs compétences des causes et des conséquences de VBJ, ainsi que des cadres théoriques sous-jacents et des approches axées sur la violence. Grâce à cela, des séries d'activités interactives et des séances pratiques ont été mises en place dans ce domaine. La violence basée sur le genre, qu'elle soit physique, économique ou psychologique, est une violation des droits humains et à la dignité des individus qui touchent des millions de personnes dans le monde entier. C'est pourquoi, dans sa politique de protection des droits humains, l'UNFD se concentre sur l'accompagnement de toutes les femmes victimes de violences, de toutes les formes. L'actualité de ce 22h, c'est aussi cette délégation des parlementaires qui ont visité les locaux de la direction de l'Office djiboutien et de développement de l'énergie géothermique, l'ODEG, accueilli par son directeur, Dr Rayad Moussa Ahmad. La délégation des parlementaires conduite par le député Charmarke Mousseare, président de la commission de finances et de l'économie générale, comprenait entre autres Ougoure Kifli Ahmad et Omar Adan Saïd. Par la suite, le directeur général de l'ODEC, Dr Rayad Moussa, accompagné de son adjoint, a introduit la délégation des parlementaires au nouveau laboratoire de géologie, de géochimie et de géophysique de l'Office djiboutien de développement de l'énergie géothermique. Ces laboratoires sont dotés d'équipements scientifiques de pointe, de la technologie pour la collecte et l'analyse des données géosciences. Les parlementaires djiboutiens ont pu donc découvrir des capacités des matériels et ressources humaines de l'ODEG pour
mener à bien leur mission d'explorer et d'exploiter l'énergie géothermique longtemps recherchée par le pays. En vue de s'imprégner de l'état d'avancement du projet géothermique, les parlementaires ont eu droit à une brève présentation animée par le directeur général en personne, Dr Rayad Moussa Ahmed. L'agence LODEC possède toutes les qualités requises pour nous permettre d'acquérir un système d'énergie géothermique. Elle possède le matériel, les laboratoires, les matériels sur le terrain, la qualification des ressources humaines. Elle possède tout. Et simplement, ce qu'il faut, il faut l'accompagner à aller de l'avant. On sait que le projet du FILA n'est plus opérationnel. Aujourd'hui, il faut que le budget national puisse accompagner à finaliser les travaux qu'elle a déjà commencés. Et vraiment, avant de venir ici aujourd'hui, je ne savais pas qu'il y avait autant de personnel qualifié dans tout le domaine du laboratoire, autant d'ingénieurs qui étaient en place. Et vraiment, je suis très satisfait que notre gouvernement, et surtout sous l'impulsion du président de la République, nous ayons pu réaliser un tel effort. Cette délégation de l'hémicycle national ont assisté donc à la remise des certificats peu après au personnel de l'ODEG qui ont contribué à l'acheminement de la plus grande foreuse de l'ODEG ainsi que du matériel lourd depuis le site géothermique jusqu'au PK20. Ces personnels étaient composés des techniciens de l'ODEG et des services alliés ainsi qu'une équipe de la gendarmerie qui ont assuré la sécurité de ce matériel. L'agence française de développement, l'AFD, a mis en œuvre donc, par l'agence djiboutienne de développement social, la DDS, qui ont tous deux organisé hier matin une cérémonie de clôture des projets réalisés par les associations financées par l'AFD. Cette cérémonie qui s'est déroulée au complexe Al-Rahba dans la commune de Balbala s'est vue donc attribuer aux 20 micro-projets les plus favorables donc à recevoir des fonds de développement communautaire ou des FDC. Était présent le directeur général de la DDS, Mahdi Mohamed Jama, la directrice de l'Agence française de développement, Hélène Vidan, le président de la commune de Balbala, Mohamed Hassan, et plusieurs autres responsables. L'objectif principal était donc de célébrer la réussite des projets et leur impact positif sur la population résidant dans la commune de Balbala. Le projet d'associatif du programme de développement urbain intégré BDID. C'est avec un grand plaisir que je vois tous ces projets prendre vie et contribuer à l'amélioration de nos quartiers et de nos communautés. En tant que parlementaire, je considère que la Commission des affaires étrangères, dont je suis le président, est d'une importance capitale pour notre pays. En effet, c'est au sein de cette commission que sont examinées et débattues les conventions de prêt, les questions relatives aux relations extérieures de notre pays, de notre nation. C'est ici que se prennent des décisions cruciales pour notre diplomatie, pour la promotion de nos intérêts à l'étranger et pour la défense de nos valeurs sur les scènes internationales. Mais nous sommes ici aujourd'hui pour vraiment clôturer cette deuxième appel à projet du Fonds de développement communautaire. Et je me joins à ce qui a été dit par tous les précédents orateurs pour féliciter et remercier les associations pour le travail qui a été effectué au bénéfice du quartier et de ses habitants. Ce qui me frappe dans ces 20 projets qui ont été financés, c'est la diversité des thématiques traitées et le fait qu'elles couvrent les différents aspects de la vie quotidienne des gens. On a des projets qui améliorent l'environnement de vie avec la plantation d'arbres ou les pulvérisations dans les habitations contre les moustiques. On a des projets sur l'éducation. On a des projets qui permettent de faciliter la formation professionnelle et l'insertion professionnelle des jeunes, y compris les jeunes à besoins spéciaux.
On a des projets sur l'hygiène, et qui dit hygiène, on parle de la santé forcément, avec l'accès à l'eau, avec l'accès aux latrines. On a des projets également sur l'accès à l'énergie, à l'électricité. Et donc on couvre les différents projets que vous avez menés à bien, couvrent la diversité des besoins des gens pour avoir une vie correcte et décente à l'intérieur du quartier. Donc merci pour ça. L'actualité dans les régions de l'intérieur, et notamment dans la ville de l'Unité d'Ikil, où les forces de l'ordre de cette ville ont commémoré avec faste la date du 22 juin, qui coïncide avec l'anniversaire de la police nationale. وعافيه واعف عنه واكرم نزلهم ووسع مدخلهم. وسلم على سيدنا محمد. Écoutons à présent donc le discours du chef de détachement de la police de Dikil. Tout d'abord, mes remerciements aux honorables invités qui sont venus partager avec nous ces moments solennels pour la célébration de l'anniversaire de notre institution. Je vous remercie pour l'honneur que vous avez bien voulu nous rendre malgré vos agendas très chargés. Officiers, sous-officiers, hommes de rang, aujourd'hui c'est un grand jour pour la police. C'est le jour de la commémoration de la création de la police que nous fêtons ensemble dans cet honorable détachement de la police de Dikil, dans la joie et dans l'allégresse, sans oublier ceux parmi nous qui sont morts dans l'exercice de leurs fonctions. Que Dieu leur accorde sa miséricorde. Amen. La police nationale est de nos jours reconnue et saluée pour son travail au quotidien. Elle travaille partout où la demande s'est fait sentir pour porter aide et assistance à la population égyptienne et étrangère qui vit dans notre pays. Je profite de cette occasion, monsieur le préfet, pour vous remercier de votre soutien indéfectible
et également président du conseil régional de votre contribution inlassable. Je suis convaincu que vous serez notre porte-parole auprès du gouvernement afin de soutenir et d'accompagner nos perspectives d'innovation, de renforcement des capacités opérationnelles de cette institution policière placée sous votre autorité, Monsieur le Préfet. À Hayou, cette fois où le détachement de la police a fêté également le 22 juin la date de la création de la police nationale qui fête ses 47 ans d'existence sous le commandement du lieutenant-colonel Kamil Ali. Commémoré chaque année à la date du 22 juin, l'anniversaire de la police nationale est également une journée dédiée à annoncer les actions entreprises et les perspectives d'avenir pour ce corps dédié à la sécurité des biens et des personnes. على مولاي دبلوماسي يا قتل يلي اهتني ابن حدي لسكتوك ابن حدي لسكتوك سايا يمني كهدا حرسا على مولاي دبلوماسي على مولاي دبلوماسي يا قتل يلي اهتني ابن حدي لسكتوك ابن حدي لسكتوك سايا يمني كهدا حرسا Écoutons à présent donc le discours du commandant, le lieutenant-colonel Kamil Ali. Oui, c'est un grand jour pour la police. C'est le jour de la commémoration de la création de la police que nous fêtons ensemble dans cette honorable académie, dans la joie et dans l'allégresse, sans oublier ceux parmi nous qui sont morts dans l'exercice de leurs fonctions. Que Dieu leur accorde sa miséricorde. Amen. La police nationale est de nos jours reconnue et saluée pour son travail au quotidien. Elle intervient partout où la demande s'est fait sentir pour porter aide et assistance à la population djiboutienne et étrangère qui vit dans notre pays. Je profite de cette occasion, Monsieur le ministre de l'Intérieur, pour vous remercier de votre soutien indéfectible auprès de notre institution. Je suis convaincu que vous serez notre porte-parole auprès du chef de l'État et de son gouvernement afin de soutenir et d'accompagner nos perspectives d'innovation, de renforcement des capacités opérationnelles de cette institution policière placée sous votre autorité. Ne pourrait être concrétisé sans l'appui constant du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh,
pour le développement de cette politique de modernisation de la police nationale. Nous vous en remercions infiniment, Monsieur le Président. Vive la République de Djibouti, vive la police nationale. En nouvelle du monde cette fois, un premier groupe de policiers kenyans a quitté Nairobi pour aider sécuriser Haïti. Des centaines de policiers kenyans sont partis hier pour Haïti où ils dirigeront une force multinationale contre le puissant gang qui sévissent. Dans ce pays, le président Ruto s'est adressé aux troupes lors d'une cérémonie de départ. Les 400 policiers sont les premiers des 1000 que le Kenya prévoit d'envoyer pour les forces des Nations Unies en Haïti. C'est l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.